Aujourd'hui, la formation au couple se fait au travers de la famille, au travers de l'apprentissage. Comment étaient mes grands-parents? Comment est-ce qu'ils vivaient en couple? Comment étaient mes parents? C'est quoi la place de l'homme dans un couple? C'est quoi la place d'une femme? Aujourd'hui, ce sont les valeurs ancestrales qui se transmettent de génération en génération. Quelquefois, des valeurs qui sont un peu dépassées, correspondent plus à ce que les couples modernes attendent de la vie de couple. AVS avec Philippe Robichon. AVS, bonjour, ravi de vous retrouver. Vous le savez, tous les mardis dans cette émission, Nadia El Bouga est avec nous. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Sage-femme et sexologue clinicienne. Notre invité aujourd'hui s'appelle Jean-Jacques Picard. Monsieur Picard, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychothérapeute, auteur de Le couple en quête de sens aux éditions Publish Room. Vous accompagnez depuis plusieurs années des couples en difficulté qui cherchent à retrouver l'élan amoureux de leur rencontre. Il y a des formations surtout aujourd'hui en e-learning, en présentiel, en tout ce que vous voulez, mais il y a très peu de formations pour vivre en couple. Est-ce que vivre en couple, c'est quelque chose qui devrait s'apprendre ? Alors, je ne sais pas si ça peut s'apprendre. En tout cas, c'est un sujet de réflexion, la vie de couple aujourd'hui. C'est un sujet qui touche pratiquement tout le monde, puisque la vie de couple, c'est un phénomène planétaire, donc on n'y échappe pas, on peut pas échapper à ça. Les couples d'aujourd'hui, je pense, ont plus de difficultés à vivre que les couples de nos parents ou de nos grands-parents. On verra peut-être pourquoi, on expliquera peut-être pourquoi tout à l'heure. Donc c'est pas simple, et alors non, il n'y a pas de formation pour vivre en couple. Alors il y a des regroupements, il y a des ateliers, il y a des ateliers couples, moi-même j'en ai animé, où les couples échangent entre eux, parlent de leurs difficultés. Mais ça, c'est des couples qui sont déjà formés. Sont des couples qui ont envie d'avancer sur la problématique de leur vie de couple et du sens que ça a de rester ensemble, ou qui éprouvent quelques difficultés. Alors là, oui, effectivement, il y a quelques façons d'aborder le couple par la réflexion, voilà. Mais de formation à proprement dit, je crois pas qu'il y en ait. À ma connaissance, il y en a pas. Il y a des préparations au mariage, des préparations à la rencontre. Il y a des, entre guillemets, des formations religieuses, mais en réalité, à mon sens, qui ne sont pas de réelles formations, parce que on ne parle du couple et de sexualité et d'affectivité, finalement, que quand le projet est déjà engagé. Il n'y a pas d'éducation à la formation d'un couple, comme on pourrait parler d'éducation à la sexualité en réalité. Ou alors, on a, on va dire, une construction qui se fait implicite dans nos familles, au final, sur une base religieuse ou pas d'ailleurs, et du coup, on se forge un modèle, me semble-t-il, qui est celui finalement de la société, des sociétés. C'est ça, vous avez entièrement raison. En fait, aujourd'hui, la formation au couple se fait au travers de la famille, au travers de l'apprentissage. Comment étaient mes grands-parents? Comment est-ce qu'ils vivaient en couple? Comment étaient mes parents? C'est quoi la place de l'homme dans un couple? C'est quoi la place d'une femme? Aujourd'hui, ce sont les valeurs ancestrales qui se transmettent de génération en génération. Quelquefois, des valeurs qui, il faut bien le dire, aujourd'hui sont un peu dépassées, correspondent plus à ce que les couples modernes attendent de la vie de couple. Autrefois, si on prend le modèle de nos parents et de nos grands-parents, ils se mariaient, ils avaient des enfants. Le but du couple, c'était quoi finalement? C'était de perpétuer la vie de famille, d'assurer la descendance, quelquefois de regrouper des terres pour agrandir le domaine. C'était ça le but de la vie de couple. Mais aujourd'hui, les couples modernes, en fait, les jeunes couples, sont sur une autre approche. En fait, aujourd'hui, le couple, il est perçu comme un marchepied vers le bonheur. C'est-à-dire que le couple doit alors il y a un petit côté égoïste là-dedans, mais chacun rentre dans son couple avec l'idée, l'espoir que le couple va lui apporter plus de bonheur que s'il restait tout seul. Voilà, le couple amplificateur de bonheur, j'ai envie de dire, c'est ça. Est-ce que vous diriez que le couple de nos jours est devenu un outil de développement personnel ? Alors, tout à fait, d'ailleurs. Je vois que vous avez lu mon livre. Un petit peu, quand même. Un tout petit peu. Le couple, aujourd'hui, il est mis au service de la réalisation de soi. Clairement. Alors, pas que ça, heureusement, parce que sinon, ça serait très triste. Le couple, avant tout, quand on
on se met en couple avec son mari ou sa femme, c'est que d'abord on l'aime, on a envie de construire, on a envie de partager, on a envie d'être heureux, mais en même temps, on a envie que le couple nous aide à développer notre potentiel de réalisation, c'est clair. Et d'ailleurs, la complicité dans le couple, par exemple, ça sert à ça. La complicité, l'entraide, tout ça, ce sont des éléments qui permettent justement d'être heureux en couple. Alors oui, je suis d'accord avec vous, le couple, c'est un élément de développement personnel, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est avant tout le résultat finalement de l'amour que se portent deux personnes. C'est pour ça qu'elles se mettent en couple et elles ont envie de réaliser ensemble, elles ont envie de faire des projets. Alors, l'amour dans tout ça, on en reparlera de l'amour. Si vous voulez. Oui. Obligatoirement. Parce qu'on a vu dans l'histoire que des couples se sont construits sans amour, et ça continue de se faire d'ailleurs, même de nos jours. Ouais. Est-ce que c'est la condition sine qua non pour qu'un couple se constitue et dure ? Là, vous m'envoyez sur un thème que j'aime beaucoup. Oui. Mais oui, l'amour, c'est indispensable dans le couple. Alors, vous soulignez que peut-être des couples se sont formés sans être amoureux. Enfin, je crois pas que on puisse épouser quelqu'un ou faire sa vie avec lui si on le déteste. Donc, il y a forcément des points communs. D'ailleurs, il y a un psychanalyste qui s'appelle, c'est le docteur Nasio, qui est que vous citez beaucoup d'ailleurs. Que je cite beaucoup dans mon livre, qui dit on ne peut aimer que quelqu'un qui nous ressemble. C'est-à-dire que moi, ça m'a complètement. Alors, quand j'ai lu ça m'a complètement alerté cette histoire. Oui. Ouais. On ne peut aimer que... C'est la composante narcissique, en fait, du couple. On ne peut aimer que... Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelqu'un qui nous ressemble. C'est pas quelqu'un qui partage forcément toutes nos idées, mais c'est en tout cas quelqu'un qui est sur le même système de valeurs que nous. Hein ? Ça, c'est important dans un couple. On ne peut pas tomber amoureux, aimer quelqu'un qui est totalement à l'opposé de ses valeurs. Ça me paraît assez inconcevable. Ou alors ça va marcher pendant 6 mois et puis au bout de 6 mois ça va casser. Donc il y a cette composante-là. Pour répondre à votre question, les couples, moi je pense que l'amour est absolument indispensable pour que c'est la valeur fondamentale qui unit les couples. Ouais, enfin, d'ailleurs, vous citez par exemple Beck BD. Et c'est marrant de voir à quel point on a été impacté, ne serait-ce que par le titre du livre, si ce n'est par le livre, puisqu'il disait « L'amour dure 3 ans ». C'est ça. Voilà, donc, et aujourd'hui, on est face à des générations qui passent pas les 3 années parce que justement ils ont pas fait les efforts nécessaires à justement surmonter tous les écueils qui peuvent arriver en 3 ans. Oui, là vous posez aussi un autre problème, c'est la question de la relation dans le couple. Comment est-ce qu'on s'occupe de la relation ? Pour faire simple, dans un couple, il y a un homme, une femme qui s'aiment. Voilà, ils décident de faire leur vie ensemble. Enfin, dans un couple hétérosexuel. Ou un homme, ou une femme, une femme. Il faut expliquer que votre livre n'est pas. Alors vous partez. N'est pas hétérocentré, comme dirait Nadia. Il n'est pas hétérocentré. Même si les exemples que vous citez sont tous hétérosexuels, mais vous dites que ça peut s'élargir à tous les. Voilà, exactement. Et c'est important de le dire, parce qu'il y a des auditeurs et des auditrices qui peuvent ne pas se retrouver dans ce qu'on annonce. Il m'est arrivé de travailler avec des couples homosexuels, et pour moi, je fais absolument aucune différence. Pour moi, c'est la même chose. J'étais en train je sais plus, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Sur l'amour. Voilà, on partait de la question est-ce que l'amour est une condition sine qua non. Dans le travail que je réalise avec les couples, je pose souvent la question, c'est très amusant, c'est presque un jeu, quelles sont les valeurs qui pour vous sont fondamentales dans la vie de couple ? Alors, je prends la métaphore suivante, je leur dis, votre vie de couple, imaginez, c'est une grande marmite dans laquelle vous allez faire cuire le bouillon de votre vie, voilà, et chacun, l'un après l'autre, vous pouvez passer et déposer les ingrédients dans la marmite. Alors, faites attention, parce qu'une fois que vous aurez déposé tous les ingrédients, vous allez fermer le couvercle et ça sera fini. Alors, je leur dis, n'oubliez rien. S'il vous plaît, n'oubliez rien. C'était assez amusant. Donc, tout le monde se livre facilement à ce jeu-là. Et le premier ingrédient, et j'ai réussi à les classer, finalement, c'est l'amour. La plupart des couples disent
le point numéro 1 qui va garantir la stabilité de notre couple et sa longévité et sa durée, c'est l'amour qu'on se porte. Voilà. Alors après, il y a toutes les valeurs. Attendez, Oui. Nadia. Juste sur cet exercice-là, justement, est-ce que vous posez là, parce que c'est important, parce que très, très souvent, les thérapeutes de couple ou sexologues, on utilise un peu cet outil-là, mais est-ce que chacun diffère? Est-ce que vous le faites énoncer oralement face à l'autre, ou est-ce que c'est écrit? Et chacun de son côté, parce qu'il y a une influence. Bien entendu, bien sûr, il y a une influence. Si vous vous laissez énumérer comme ça oralement. Chacun énumère, Oui. mais chacun son tour. C'est-à-dire D'accord. chacun ouvre le couvercle et met un ingrédient pour que le couple fonctionne. Donc l'un D'accord. va dire l'amour, le deuxième va dire moi c'est le respect, le troisième va dire le deuxième Oui. revient au mari ou à la femme qui va dire après moi je veux de la complicité, je veux de la communication, je veux de l'écoute, c'est ça les ingrédients. Et en dernier, et en bon dernier, la sexualité. Oui, ouais. Et qui arrive bizarrement en dernier. Et certains couples l'oublient. On va en parler. D'ailleurs. Et certains couples. Couple oublie de Oui. mentionner la sexualité. Mm. Alors, je m'amuse parce que je leur dis, une fois que le couvercle a été refermé, je leur dis, vous avez rien oublié? Ils me disent, non, je crois que tout y est. Alors, je leur dis, bravo, vous êtes le premier couple qui va vivre sans sexualité. Alors, ils se dépêchent de réouvrir le couvercle et de mettre la sexualité, évidemment, au cœur des valeurs de leur couple. Voilà, mais oui, l'amour, c'est fondamental, de mon point de vue. D'accord. Alors après, je pense qu'il serait intéressant de définir ce qu'est l'amour finalement, parce que vous donnez différentes variantes de ce que peut être l'amour. Oui. Et après, on reviendra sur la question de la sexualité. Si vous voulez, oui. Pour revenir sur l'amour, là c'est un débat, une question millénaire, Oui, puisque tout le monde se pose philosophique, littéraire, spirituelle, littéraire, oui. poétique. Je veux dire, tout le monde a parlé de l'amour, les penseurs, les sociologues, les psychothérapeutes aussi, vous voyez, tout le monde s'y met en fait, tout le monde parle d'amour en fait. Donc l'amour, c'est, il n'y a pas de définition exacte, on ne peut pas coller au mot amour une définition exacte. on a Lacan, que vous déconstruisez un petit peu. Oui, oui, l'amour, c'est ce que... C'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Oui, c'est donner ce qu'on n'a pas. Alors, je suis pas sûr qu'il ait dit à quelqu'un qui n'en veut pas, mais en tout cas, c'est donner ce que l'on n'a pas, en tout cas. Hein, c'est promettre à l'autre ce que l'on n'a pas. J'ai trouvé un complément d'ailleurs à cette définition. Oui, peut-être. Oui. C'est donner ce qu'on devrait avoir à quelqu'un qui pourrait bien en vouloir. C'est très drôle. Qui était pas mal, hein. Et elle est pas mal aussi, Ouais. ce qu'on pourrait avoir. Je parlais de Nasio tout à l'heure. Nasio, dans un de ses séminaires psychanalytiques, a dit, mais généralement, on veut donner à l'autre ce que l'on n'a pas, mais généralement, il est bien prouvé qu'on n'a pas. On dit, je vais te donner, je suis pas sûr que je vais pouvoir réaliser ma promesse. Hein, je te donne, et puis donc c'est un état de mutuelle illusion qui dure 50 ans, dans le meilleur des cas, ou 60 ans. Voilà. Donc l'amour, il y a une dimension spirituelle, une dimension poétique, une dimension existentielle, une dimension sexuelle à l'amour. Tout est présent. Voilà. Pour autant, et là je rejoins, c'est pas moi qui ai inventé cette classification, mais les classifications, je cite beaucoup Irving Yalom aussi dans mon livre, qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle Thérapie existentielle. Il n'a pas écrit que celui-là, mais en tout cas à destination des thérapeutes. Irving Yalom dit finalement il y a deux types d'amour. Il y a l'amour égocentrique. Il appelle ça l'amour égocentrique ou l'amour déficient. Et à côté de l'amour égocentrique, il y a l'amour qui est tourné vers l'autre et qui n'attend pas de retour. Alors, l'amour égocentrique, c'est quoi? L'amour égocentrique, c'est je t'aime. Oui, l'amour égocentrique. Je t'aime parce que dans mes yeux, je me vois beau ou je me vois belle. Tu fais de moi quelqu'un d'autre. C'est ça l'amour égocentrique. J'ai l'impression de vivre. J'ai l'impression de vivre. Voilà, ça c'est l'amour égocentrique. Par opposition à l'amour égocentrique, il y a l'amour qui est peut-être un amour plus réfléchi. En tout cas, je t'aime parce que je suis fier de toi, parce que
tu es pour moi la plus belle femme du monde ou le plus bel homme du monde. Parce que tes réalisations, je suis fier de marcher à tes côtés. Et c'est pas moi qui suis en jeu là. Je t'aime pour qui tu es, pour ce que tu fais, et non pas pour ce que tu m'apportes. Et là, on est dans un amour différent. On parlait de l'amour, des différentes formes d'amour qui existaient. Jean-Jacques Picard, vous n'avez pas donné votre définition à vous de l'amour. Ma définition à moi, elle rejoint quand même ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que je pense que le seul amour, l'amour puissant en tout cas, celui qui permet au couple de vivre sur la durée, sur la longueur, c'est l'amour qui se construit jour après jour, c'est l'amour qui permet de traverser les épreuves. Alors la vie de couple, heureusement, n'est pas faite que d'épreuves, il y a des joies, mais c'est un amour qui est fait de partage. Je rejoins assez bien cette idée. Encore une fois, je cite le docteur Nasio qui un jour dans une conférence expliquait ce qu'était l'amour. C'était assez drôle d'ailleurs, puisque la conférence, le thème c'était l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Donc il y avait tous les psychothérapeutes de Paris qui étaient là, il y avait 400 personnes dans la salle. On a eu droit à une conférence assez soporifique, donc les gens s'endormaient un tout petit peu. Et puis à un moment donné, Dr Nasio a réveillé la salle, il a dit: si vous permettez, moi je vais vous donner ma définition de l'amour. Il a dit: l'amour c'est comme un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs, donc il y a un vase, il y a des fleurs. La première fleur, c'est le narcissisme, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, on ne peut aimer que quelqu'un qui nous ressemble. Voilà. La deuxième fleur de l'amour, c'est quoi? C'est l'admiration de l'autre. Je trouve que mon conjoint est admirable. Je l'aime. Quand je le regarde, il n'y a que lui pour faire aussi bien la cuisine, il n'y a que lui pour parler aussi bien, il n'y a que lui pour bricoler aussi bien l'étagère du garage, il n'y a que lui. Voyez. Donc ça, c'est l'admiration réciproque, où l'homme peut dire la même chose pour son épouse. Il y a la troisième fleur, ce sont les projets communs, la construction commune. Il faut que dans l'amour, il y a l'envie de réaliser avec l'autre. C'est ça, c'est un des marqueurs de l'amour. Quelquefois, dans l'amour, il y a on peut éprouver de la colère contre l'autre. On peut éprouver, quelquefois, on peut avoir envie de le quitter en se disant: j'en ai marre. Voilà, il y a des disputes dans les couples. Aucun couple du monde n'échappe à la dispute. Ça n'existe pas. Donc, il peut y avoir des colères, il peut y avoir des oppositions. Quelquefois, dans un couple, on peut se faire mal. On peut dire des choses qui sont dures, voilà, et qui dépassent notre pensée. Peut-être on parlera un peu de communication dans le couple, parce que c'est intéressant d'en parler. Mais derrière la colère, il y a l'envie de réparer l'autre, en se disant mon chéri, ma chérie, j'étais trop loin, je te prie de me pardonner, je le pensais pas, etc. Il y a l'envie de réparer l'autre. Et puis il y a cette idée, quand on est amoureux, qu'on est bien avec soi-même. Ça, c'est important. On est bien avec soi-même. Même si le conjoint n'est pas là, ou l'époux ou l'épouse n'est pas à côté, en tout cas, on se sent bien avec soi-même. On se sent aligné, physiquement, psychiquement. Ça, c'est aussi un des marqueurs de l'amour. On se sent bien avec soi-même. Un autre marqueur aussi, c'est quand mon conjoint s'en va ou qu'il me quitte pendant 2 jours, 3 jours, parce qu'il part en vacances. Le premier jour, je suis content, je retrouve ma liberté, c'est super. Je vais pouvoir ne pas faire la vaisselle. Mais au bout de 2 jours, je commence à m'ennuyer. Mon conjoint me manque. Ça, c'est aussi un des marqueurs de l'amour. Hein. Moi, ça rentre dans ma définition, puisque vous me demandez ma définition. Ça, c'est un marqueur puissant de l'amour. Quand mon conjoint n'est pas là, il me manque. Voilà. Et puis... probablement, on pourrait rajouter d'autres marqueurs, mais... quand je marche dans la rue, que je suis tout seul, je me sens bien, en fait, voilà, parce que je sais que quelque part derrière moi, il y a quelqu'un qui a confiance en moi, quelqu'un qui m'aime, quelqu'un avec qui je peux tout partager. C'est ça l'amour, en fait. Donc c'est ma définition qui est un peu vaste, un peu, mais... Et vous faites la différence, parce que c'est vrai que vous avez écrit votre livre et vous avez partagé avec nous donc le contenu, mais d'un angle psychologique, psychanalytique, beaucoup d'ailleurs. Donc du coup, est-ce que lorsque vous parlez d'amour, vous parlez de sentiment amoureux? Est-ce que vous faites la différence entre le sentiment amoureux et l'amour?
ou pour vous c'est la même chose? Les deux choses sont liées, en fait. Parce que vous utilisez d'ailleurs les deux termes. Oui, dans j'utilise les deux termes. Bien sûr que le sentiment amoureux, ça existe. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le sentiment amoureux, c'est j'ai envie de retrouver l'autre. Il me manque vivement ce soir que je puisse serrer mon conjoint ou ma conjointe dans les bras. J'ai envie de cette fusion. J'ai envie d'être réparé. Je parlais de réparation tout à l'heure. Ça, c'est le sentiment amoureux. Je suis fier de lui. Je le regarde. J'imagine déjà que je vais passer une soirée fabuleuse, je vais partager des choses fabuleuses ce soir au dîner, on va s'échanger. Ça, c'est le sentiment amoureux qui rentre dans la construction de l'amour, en fait. Comment le dire simplement? Je pense que l'amour tel que je suis en train de l'expliquer, c'est une construction sur le long terme qui grandit au fur et à mesure des ans, vous prenez moi je suis toujours touché de voir par exemple les vieux couples qui se promènent sur les trottoirs de Paris, qui se tiennent la main par la main. Vous voyez, il y en a un qui a 80 ans ou 85 ans, son épouse a 80 ans, et puis on sait bien, ils partent tous les deux en maison de retraite. Il y en a un qui décède, l'autre décède dans les 6 mois parce que la vie devient insupportable. Donc je pense que là on est arrivé au stade le plus beau de l'amour, quelque part. Est-ce que l'amour n'est pas aussi, dans le parcours justement du couple, cette capacité à élaborer, ou en tout cas à faire sienne la réalité de l'autre? C'est-à-dire, je m'explique, au départ, lorsqu'on est dans le sentiment amoureux, je préfère dire sentiment amoureux parce que c'est vrai que là, votre angle de vue est... Et c'est tout à fait normal parce que vous parlez de votre place et de votre référentiel, et très occidentaux-centré en fait, parce que si on parle d'amour en Extrême-Orient ou en Orient, on a encore toute une palette immense sur le sujet, enfin, en tout cas très, très nuancée, même pointue. Je ne sais pas si vous le savez, en amour, l'amour en arabe, pardon, il y a 99 termes pour décrire l'amour, pour vous dire tous les degrés. C'est fabuleux. Voilà. Et donc, du coup, est-ce que selon vous, un couple qui peut se dire amoureux, c'est un couple qui finalement n'est plus que dans le rêve de l'autre, c'est-à-dire l'idéal qui s'est construit de l'autre finalement, mais est face à la réalité de l'autre. C'est-à-dire finalement, je t'aime parce que je t'aime pour ce que vous le dites d'ailleurs dans le livre, pas pour ce que tu es, mais pour qui tu es réellement, et pas pour ce que je pense que tu es. Exactement, mais c'est tout à fait ça. Alors, moi, je partage votre point de vue. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça, en fait? L'amour, c'est difficile finalement. Est-ce que c'est finalement quelque chose qui ne peut pas se décrire, qui est difficilement parlé? D'ailleurs, on en fait des poésies, on en fait des films, on en fait. Est-ce que finalement c'est quelque chose d'impalpable et qu'on ne peut à chaque fois que définir par vous parlez d'illusion également. Est-ce que c'est pas finalement quelque chose, une illusion vraie? C'est-à-dire que le sentiment amoureux, pour reprendre votre terme, il y a quelque chose de magique dans le sentiment amoureux. On peut pas le décrire de manière scientifique. Ça, c'est pas possible puisque. Par contre, on peut décrire ses effets. On peut décrire ses effets, mais je pense qu'il n'existe pas deux personnes au monde qui sont amoureuses de la même manière, ni pour les mêmes raisons. C'est ça qui est compliqué. Donc, c'est si vaste cette question qu'on peut pas y répondre simplement en 2-3 phrases. Je serais heureux d'avoir une réponse toute faite à cette question-là, mais pour le coup, je ne peux pas. Mais je peux pas vous répondre de manière hyper précise à ça. Ça revient à dire en fait que dans l'amour, il y a une question existentielle. L'amour, ça vient nous chercher au plus profond de nous, en fait. C'est à relier au sens de l'existence, c'est à relier au sens de notre vie aussi. On peut pas imaginer une vie sans amour. Je pense que c'est l'énergie la plus phénoménale qui recouvre l'univers tout entier. Enfin, en tout cas, la planète Terre, c'est l'amour.
Donc, c'est ça qui régit les rapports entre les hommes, les femmes. Et puis, il n'y a pas que l'amour entre les hommes et les femmes. On peut aller plus loin. Il y a l'amour inconditionnel de l'humanité. Il y a il y a 1000 formes d'amour. L'amour peut s'exprimer de toutes les manières. Voilà. Donc. Tiens, en parlant de l'amour, j'aimerais juste que vous nous donniez la définition d'un couple. Qu'est-ce que c'est qu'un couple? D'un des couples que vous avez accompagné. Non, faisons l'étymologie du mot couple, parce que ça m'a étonné finalement. Oui. Alors, l'étymologie du mot couple, je me suis amusé en fait en la découvrant moi-même. C'est que ça vient d'un terme latin, c'est la copula. Copula, au départ, c'est une chaîne, c'est-à-dire qui attachait les bateaux. Qui attachait les bateaux. Ouais. Hein. D'abord, c'est une chaîne qui attachait les bateaux, et puis sous Jules César, la signification la copula change, ça devient un grappin. Qui permet de maintenir le bateau à quai. Alors ça m'a amusé cette affaire de grappin, parce que je dis que finalement le grappin ça empêche le bateau d'avancer. Donc c'est plutôt synonyme d'absence de liberté, le grappin. Aujourd'hui, quand on dit je t'ai mis le grappin dessus, généralement c'est pas bon signe. Et c'est en contradiction avec du coup le titre. Parce que quand vous dites le couple en quête, me semble-t-il, le couple en quête de sens, moi j'entends beaucoup sens. Et le sens, ça a plusieurs définitions. Hein. Ça peut être la direction, donc c'est quelque chose qui est en mouvement, une dynamique du couple, donc un chemin, d'ailleurs vous le dites dans votre livre. Tout à fait. Et puis donc l'orientation et le sens au sens de, comment dirais-je, la signification, voilà, je cherchais le terme, la signification de ce que peut m'apporter le vivre à deux, être avec un autre être différent de moi ou qui me ressemble. C'est ça. Donc du coup, mettre le grappin, c'est me laisser à quai, alors que la quête justement, enfin, me semble-t-il. En tout cas, votre livre nous invite, votre titre nous invite à ça, c'est-à-dire un voyage à deux, et donc certainement pas rester à quai, justement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. L'idée du grappin a été abandonnée. Je sais pas, aujourd'hui. Heureusement. Et même l'expression est passée de mode aujourd'hui. On se met plus le grappin dessus. Encore qu'on peut remonter aux années 50 peut-être, ou après-guerre, peut-être que les couples se mettaient Jean-Jacques Picard. Oui, dites-moi. Non, mais dans les années 50. C'est bien. Maintenant, on est à l'ère des applications. Bien sûr. Alors, justement, c'est une des premières questions que vous posez aux couples quand ils viennent vous voir, Jean-Jacques Picard, en vous leur parlez de sens. Mais déjà, est-ce que les gens arrivent à comprendre ce que vous leur demandez ? Alors, par contre, vous posez une bonne question, parce que... c'est gentil. Aujourd'hui, vous n'avez pas été très bon depuis le départ. À 9h40, Nadia, on tient l'émission, là. Pourquoi est-ce que c'est une bonne question ? Parce que je constate que beaucoup de jeunes couples ne se sont pas posé la question du sens de leur vie de couple. C'est-à-dire, ils s'aiment, on le disait tout à l'heure, ils se trouvent beaux, ils ont envie de faire des enfants, etc. Alors, le sens reste toujours là, c'est fonder une famille, c'est avoir des enfants, c'est être heureux, c'est aller vers la matérialité, c'est avoir une maison, une voiture, avoir voilà. Au départ, je crois que conscient, on va dire. Voilà, sens conscient du terme. Mais quand je pose la question à ces couples-là, je leur pose la question suivante. Je leur dis, qu'est-ce qui fera que dans 10 ans ou dans 20 ans ou dans 30 ans, en vous retournant sur votre vie de couple, vous direz « Ah ouais, ça a été chouette, c'est super. Vraiment, ça a valu le coup qu'on se mette tous les deux et qu'on avance à deux dans cette vie. » Et là, généralement, il y a un grand silence parce que les couples n'ont pas réfléchi à cette question-là. Pourquoi est-ce qu'on est ensemble ? Je les amène dans une réflexion un peu prospective. Quand vos enfants seront grands, quand ils auront 20 ans et que vous allez vous retrouver tous les deux, à quoi ça va servir que vous soyez ensemble ? Donc il y a urgence à trouver du sens pour beaucoup de couples. Urgent à trouver du sens. Alors pour moi, le sens, c'est quoi ? C'est au sens existentiel du terme. Trouver du sens à sa vie, c'est lui donner une valeur. On meurt. Alors
Et puis entre les deux, il y a un espace de temps. Il va bien falloir le meubler et faire en sorte que notre passage sur Terre soit porteur de sens. Voilà. Et donc, à chacun de trouver le sens de sa vie. Donc, certains vont le trouver dans le domaine spirituel, bien entendu, mais d'autres dans le domaine politique ou artistique. L'essentiel pour le couple, c'est de savoir comment ils vont pouvoir agir à deux pour que ce couple-là soit porteur de sens. C'est-à-dire comment ils vont pouvoir unir leurs forces pour l'un et l'autre arriver à ce que leur vie ait du sens. C'est ça qui me paraît important. Et ça, c'est une réflexion que tous les couples devraient mener, y compris les couples qui arrivent vers la soixantaine. Je vois des couples qui arrivent à l'âge de la retraite et qui se retrouvent l'un en face de l'autre et qui se disent mais qu'est-ce qu'on fout ensemble, quoi. Enfin, clairement, on n'a pas réfléchi à ça. Syndrome du nid vide, les enfants qui sont partis, syndrome du la nid retraite. vide, les gens partent, voilà. Et donc ça aussi c'est quelque chose d'important. Alors qu'est-ce qu'ils ont à faire tous les deux? Alors évidemment, très souvent ça se recentre sur la famille. Ces couples-là, ils ont besoin de continuer à aider leurs enfants. Ils ont besoin de transmettre à leurs petits-enfants, aux générations, tout ce qu'ils ont appris d'histoire de la famille. Alors le sens, ça tourne généralement autour de la transmission, la transmission des valeurs. Le couple recherche une utilité par rapport à sa famille. Mais il peut y avoir une utilité par rapport à l'engagement, je sais pas moi, écologique, politique, spirituel, etc. Tout ça, c'est porteur de sens. Et ça, c'est une question fondamentale. C'est pour ça que le couple en quête de sens, je donne pas évidemment dans ce livre-là des méthodes toutes faites. Je dis que c'est à chacun de réfléchir à deux d'ailleurs. Comment est-ce qu'on va être heureux tous les deux? Qu'est-ce qui va faire que notre couple devienne un grand couple? Pour faire simple, une psychothérapie de couple, ça dure une dizaine de séances. Quand je travaille, je fais une dizaine de séances. Les gens viennent pas vous voir quand ça va bien, enfin. Non, ils viennent pas me voir. J'imagine que la psychothérapie de couple, elle se fait pas quand le couple est à la recherche d'un sens. Vous avez raison. C'est généralement quand il y a quelques petits problèmes, quelques tensions, qui généralement tournent autour de la communication. Mais ces couples-là viennent et je leur dis, tout l'investissement de temps et d'argent que vous faites dans ce travail, c'est pas pour moi. Même si je touche de l'argent, évidemment, en les prenant, c'est mon métier. Mais cet investissement-là, c'est pour vous. Ça va vous servir à construire les 10, 20 années qui suivent de votre vie. Donc, moi, j'ai une ambition pour vous. C'est ce que je dis aux couples avec lesquels je travaille, c'est que vous deveniez un grand couple. Et je mets grand avec un G majuscule et C avec un C majuscule. Soyez un grand couple. Voilà. Et de façon à ce que plus tard, vous puissiez vous retourner sur votre vie et dire ah ouais, c'est chouette. C'était bien qu'on soit ensemble. On a bien fait de rester ensemble. D'ailleurs, vous invitez, vous le dites pas comme ça, mais c'est à différents moments dit soit en filigrane, soit clairement, que il y a un travail à faire, un travail personnel à faire. Donc, parce qu'un couple, au final, c'est deux entités qui effectivement s'entrecroisent. Hein, comment dirais-je, vous l'imagez deux cercles, et puis le centre du cercle serait ce fameux couple, ce fameux nous. J'appelle ça l'espace couple. Voilà, l'espace couple. Et pour que cet espace couple puisse justement donner du sens, il serait intéressant, enfin vous proposez du moins, que chaque entité puisse faire un travail sur elle pour qu'il y ait déjà un voyage intérieur qui puisse servir au voyage extérieur des deux. Donc il y ait une reliance vraie qui Tout à fait. Oui, mais ça, vous avez raison de le dire et de le souligner. Parce qu'évidemment, il y a des obstacles. Quelquefois à ce travail de recherche de sens. L'obstacle très souvent vient de l'un des membres du couple ou même parfois des deux. Je prends un cas de figure simple. Si vous avez dans un couple quelqu'un qui est obsessionnel par exemple ou quelqu'un qui est dépressif, alors c'est quoi un obsessionnel pour tout le monde? Parce que votre définition d'obsessionnel, c'est pas forcément celle des autres. Une personne obsessionnelle, c'est quoi? C'est pas un maniaque. Enfin, un maniaque de la propreté, par exemple. Oh, ça peut être une des manifestations de l'obsession, mais c'est quelqu'un qui se lève le matin avec une idée dans la tête et se couche le soir avec la même idée, en tout cas. Et c'est ça l'obsession. C'est bien résumé. Voilà. J'essaye de faire simple. Tout à fait. Et qui ne sort pas de. Mais pendant la journée, est-ce qu'il y a eu d'autres idées ou l'idée Après, il peut y avoir des cumuls de 40 idées le matin et c'est les 40 même le soir.
Donc ça bloque la réflexion, bien entendu. Oui. Ça bloque. Hein. Ou de même, quelqu'un Oui. qui est dépressif, c'est pas facile de vivre avec quelqu'un de dépressif, quelqu'un C'est qui n'a terrible, pas de ça. joie. Hein, je parle aussi de la joie dans le couple. Oui. La joie et le bonheur. La joie, c'est quelque chose qui se construit aussi. C'est absolument nécessaire d'être heureux dans son couple. La joie, je dis ça assez simplement, la joie, on vit des moments de joie. Un enfant revient avec des bonnes notes de l'école, on est heureux. On se dit, ah ouais, super, j'ai fait mon boulot, etc. Ça, c'est des moments de joie où on passe une soirée avec des amis, on est heureux, on discute, on rit, ça, c'est la joie. Le bonheur, c'est quelque chose peut-être de plus diffus qui se construit sur la durée. Le bonheur... plus global aussi. Voilà, c'est plus global. Hein. Je cite d'ailleurs un astrophysicien qui s'appelle Christophe Galfard qui parle de l'univers et qui dit dans l'univers il y a des supernovas qui éclatent de temps en temps, qui éclairent l'univers tout entier. Voilà, les supernovas, nos supernovas à nous, c'est la naissance de nos enfants, ce sont les réussites du couple, c'est ce qu'on a partagé ensemble, mais ça peut être aussi les vacances fabuleuses qu'on a passées au bord de la Méditerranée, où on a pu réussir à se retrouver. Ça, ce sont nos supernovas. Avec mamie. Pourquoi pas? Non, Mamie Nova. Ah, Mamie Nova. oh là Non, je me suis donné un mal fou. Non, mais attendez, Jean-Jacques Picard. Ouh là là, franchement, mon Dieu, pour tout ça. haute voltige, là, ce On matin. avait chanté. Ça peut être aussi les vacances. Oui. Ça peut, C'est très bien. Voilà. Et donc voilà, la joie et le bonheur sont deux comburants essentiels pour la vie de couple. Et ça aussi, ça permet de construire une vie et de réfléchir au sens. Il y a aussi d'autres termes que vous utilisez. Alors là, forcément, je vais vous amener sur mon terrain qui est plus celui de la sexualité. Vous parlez de désir, Oui. pulsion, désir, pulsion qui est plus un terme psychanalytique. Mhm. Dans votre lecture du désir, ou en tout cas, pas forcément votre lecture, mais la lecture en tout cas des personnes que vous citez, alors j'entends pas trop désir sexuel parce qu'au final, en tout cas en tant que sexologue, je fais bien la différence Bien entre sûr. le désir et le désir sexuel. Oui. Et j'entends pas aussi... en tout cas, voilà, vous allez peut-être me dire que voilà, je suis passée complètement à côté du sens de ce que vous essayez de transmettre, mais il me semble, et c'est peut-être une déformation aussi du sexe corporel, il me semble que la libido, si je devais faire une métaphore alimentaire, puisque vous utilisez beaucoup la cuisine, même si c'est votre C'est épouse vrai. qui cuisine le plus, Oui. et qui repasse aussi. voilà. Vous l'avez lu? Ah oui, Alors, on ça, lit tous nos livres ici, et de façon très pointue. Oui, et on a même votre premier amour, c'est pour vous Oui, dire. c'est vrai. Vous ne nous épargnez rien. Donc, dans en tout cas la compréhension sexo-corporelle, la libido serait plus apparentée à la faim et le désir sexuel plutôt à la gourmandise. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou pas du tout? Ah, mais c'est Parce une que moi belle j'ai image. plus l'impression que faim et gourmandise, ça me va très Oui. bien. parce qu'on a tous je faim, rassure mais on tout n'est de pas suite. tous gourmands. Bien sûr. C'est vrai. Oui, bah Non, oui. mais très bien. Alors, évidemment que la sexualité est avant tout sexuelle. C'est clair. Je C'est-à-dire cite Alors attendez. là, si vous allez sur ce terrain-là, Non mais oui. on va Non, remettre, explicite, on va remettre les choses à leur voilà. place. Allez-y. C'est pas moi qui ai inventé ce concept-là. Oui. Autour de la sexualité, c'est Alain Héril d'ailleurs qui en parle, qui est sexothérapeute et sexologue aussi, Et psychanalyste. et psychanalyste. Mhm. Il dit la sexualité, elle est existentielle, elle est spirituelle, elle est évidemment sexuelle et elle est émotionnelle. Il y a ces quatre composantes-là dans la sexualité. Mais s'il y a une composante qui manque, pour le coup, on est dans une sexualité au rabais. Alors, évidemment, je fais dans ce livre-là, dans mon livre, je fais la différence entre libido et désir. Je fais la différence entre libido et désir. Pour moi, la libido, c'est avant tout une pulsion. C'est comme vous le dites, c'est la pulsion sexuelle, l'envie d'aller vers l'autre, l'envie de faire l'amour, clairement, c'est ça. L'envie d'être touché, caressé, l'envie de la pénétration, etc. Ça, c'est la libido. Qui touche les hommes et les femmes. Il peut y avoir des pannes de libido dans la vie. On le voit chez les hommes, on le voit aussi chez les femmes. Voilà. Et je différencie la libido du désir. Le désir de l'autre, c'est le désir
qui n'est pas que sexuel. C'est le désir émotionnel, c'est le désir Affectif. d'aller à la rencontre de l'autre. Parce que dans l'acte sexuel, il y a la rencontre de l'autre au plus profond de qui il est. C'est ça qui est beau dans l'acte sexuel. Il faut qu'il y ait cette pulsion, enfin pas cette pulsion, il faut qu'il y ait ce désir, Cet élan. là, cet élan amoureux. Jean-Jacques Merci. Picard sur Beurre FM. Vous gagnez à être connu, monsieur Picard. Moi, je vous le dis. Alors, psychothérapeute, auteur de Le couple en quête de sens. C'était un bon moment, hein, je vous dis, un bon moment de discussion avec vous. Et ce c'est pour ça matin. qu'on le partage avec nos auditeurs et Voilà, aux auditrices. éditions Publish Room. Nathalie Bouga vous montre le livre. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous avez la vidéo qu'on vous met sur la chaîne YouTube. Merci, monsieur Picard, d'avoir été avec nous. Nadia, je vous dis à mardi prochain. Et Inch'Allah. très belle journée santé sur Beurre FM.